Bonsoir tout le monde. Bienvenue, ça a été long avec sa coupe. Bienvenue donc dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 24 février 2021. Jeff et Arius qui sont là avec vous tout au long des 30 à 45 prochaines minutes. On va regarder comment que tout ça va déballer. Et ce soir, je vous invite encore une fois à participer à la discussion. Donc, que vous soyez sur Facebook, sur Twitter, sur notre chaîne YouTube ou si vous êtes déjà membre premium, vous écoutez peut-être via notre plateforme bbnmedia.com. Ce soir, dans tous les gens qui participeront, je remets un jersey officiel de BBN, le même que je porte. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Là, je vais en remettre un ce soir. Wow, Arius, ça va bien? Ça va super, ça va sont super. Sont gâtés, les auditeurs. Bonsoir les auditeurs à tous. Laurent Simon, international belge, de retour avec la formation. Je pense qu'on pouvait pas passer à côté, il fallait en parler. Paraît qu'il y a une équipe aussi de second plan qui a changé d'entraîneur-chef aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Mais nous autres, donc, on a une nouvelle assistant pour prendre la place de Patrice Bernier du côté de Montréal. Et là, je sens que ça va être le fun. Par contre, c'est sûr qu'on n'a pas énormément d'expérience derrière le banc. Tu sais, moi, ma première impression, on a Laurent Simon qui est nouveau, Thierry Henry, les deux joueurs qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain, mais derrière un banc, c'est une autre chose. Puis on a il va falloir faire attention, on a deux personnalités très, très fortes derrière le banc. Je suis pas sûr que ça me tenterait d'être le quatrième arbitre dans un match où on a Laurent Simon et Thierry Henry sur le même banc. Il est mieux de marcher douette. Écoute, Jean-François, je pense que premièrement, c'est une bonne nouvelle pour les partisans du CF Montréal, club de foot de Montréal, parce que je pense que Laurent Simon connaît très bien la ville. Puis, tel que M. Renard a mentionné, c'était une association logique pour eux et souhaitable. Presque naturel, hein? Presque naturel, parce que, écoute, quand il est arrivé ici, c'est quand même, il a bien mentionné qu'il voulait bien s'établir ici à Montréal, à Québec, et pour pouvoir donner une meilleure possibilité de vie à sa famille et tout, donc pour plein de raisons personnelles. Mais la première raison, il a choisi Montréal. Donc, Montréal, c'était une ville pour lui qui l'intéressait. Et donc, écoute, il a mentionné qu'il était très heureux et fier de revenir au sein du club. Donc, je ne vois pas pourquoi la famille et lui ne sont pas heureux aujourd'hui, puis que les partisans ne seraient pas heureux d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience internationale et aussi beaucoup d'expérience dans la Ligue. Et qui va amener, je pense que beaucoup aussi aux jeunes joueurs de l'Impact. Et là, ça va un peu séparer également les tâches, sans dire qu'on avait deux personnalités qui voyaient un peu la même chose, parce que, tu sais, Patrice Bernier, malgré tout, a quand même un profil offensif, mais là, on se ramasse avec une nouvelle brigade défensive, avec les arrivées de Kiza, de Bassong, de Meller, de Struna. Ça va faire du bien d'avoir justement ce partage des tâches-là et d'avoir quelqu'un en arrière qui va pouvoir dire, OK, moi, je vais parler au système défensif, bien que on le sait à base, c'est Thierry Henry qui va leader le projet. Donc, mais d'avoir cette transmission-là naturelle avec les défenseurs, ça va faire du bien. Ça va faire énormément du bien dans le but pour faire comprendre aux auditeurs, c'est que Laurent Simon connaît la Ligue. Il connaît les équipes. Un homme qui a joué pour le CF de Montréal. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'Impact. Excusez-moi, c'est CF de Montréal. À l'époque, c'était l'Impact. À l'époque, c'était l'Impact. Bien dit, c'est vrai, tu as raison. À l'époque, c'était l'Impact. Et là, par la suite, il est allé à LA Galaxy et ensuite Toronto FC. Donc, 3 gros clubs quand même qu'ils ont aspiré. Et puis, dans le temps que Laurent Simon était là, ils ont quand même ils se sont rendus loin, l'Impact.
Et puis, pendant les temps que Laurent Simon était avec l'Impact, il a gagné le défenseur de l'année. Donc, je pense que c'est un joueur qui s'était bien établi dans la MLS et puis qui avait gagné beaucoup de respect à travers de la Ligue. Et puis maintenant, avec un ajout comme Laurent Simon sur le banc, moi, je pense que ça vient complémentaire. On a un attaquant légendaire, puis on a un bon défenseur international qui va pouvoir donner des bons conseils aux jeunes et puis les aider à s'améliorer rapidement dans les erreurs. C'est tout. Et c'est un peu ce que je voyais quand les premières rumeurs avaient sorti à l'époque pas de Thierry Henry, mais de Laurent Simon qui pourrait effectuer un retour. À l'époque, c'était comme joueur qu'on parlait. Et c'est ça que je disais. Faut qu'il y ait un rôle de grand frère pour cette défensive-là, un peu remplacer sur le terrain. Il aurait pu remplacer un Rod Fanny, mais je crois que l'arrivée de Struna contre Maxi Urruti est venue un peu fermer certaines portes à Laurent Simon pour un retour en tant que joueur. Ce que j'ai comme information, c'est qu'il y avait des portes ouvertes pour Laurent Simon pour aller retourner jouer en Belgique comme joueur. Il a préféré Montréal. Donc ça, c'est le fun aussi, de savoir que le joueur, tu sais, il est pas ici par défaut. Il est ici parce qu'il veut être là, parce qu'il aime Montréal, parce qu'il aime la formation également. Fait que ça, c'est un plus. Puis on a souvent parlé, Arius, moi puis toi, dans le podcast, qu'il faut que cette équipe-là ait un peu de stabilité. Je pense que Laurent Simon, il s'amène ici pour quelques années. Je pense pas que ce soit à court terme. Donc ça aussi, ça peut amener là, cette stabilité-là qu'on cherche. Puis on le sait ici, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Thierry Henry dans les derniers temps. Je pense que maintenant, ça devient pas mal apaisé. Mais éventuellement, Thierry Henry va quitter. Il sera pas ici pour 10 ans. Et je pense qu'on va pouvoir dès maintenant préparer un peu, si on veut, cette transition-là, peut-être éventuellement vers Laurent Simon s'il a tout ce qu'il faut pour devenir entraîneur-chef. On pourrait peut-être se poser même la question, est-ce qu'on prépare déjà le départ de Henry? C'est peut-être ça, exactement. Donc, moi, je crois que oui, un peu, dans ce sens-là, parce qu'on sait que Thierry Henry était là de passage, et puis bon, il a d'autres objectifs, d'autres buts. Et Laurent Simon veut s'établir. Si on se rappelle, quand il jouait pour l'Impact, quand l'Impact a fait l'acquisition de Laurent Simon, première chose qu'il a mentionné, moi je me souviens très bien, c'est qu'il voulait s'établir à Montréal, lui et sa famille. Exactement. Pour X et Y raisons personnelles, en premier lieu, mais la raison était claire qu'il voulait bien s'établir. Donc, on a déjà quelqu'un qui connaît le foot, qui a beaucoup d'expérience encore, je répète, et qui va pouvoir amener beaucoup dans ce staff technique. Et puis c'est quelqu'un aussi avec beaucoup de caractère, tu l'as bien mentionné, Jeff. Puis je pense que des fois, ça va faire du bien un peu un Laurent Simon qui parle fermement à certains jeunes. J'ai hâte de voir, ça va prendre combien de temps avant que le duo Laurent Simon, Thierry Henry se prenne une rouge sur le banc de touche. Parce que là, on a deux personnalités fortes, deux personnalités qui aiment bien asticoter un peu l'arbitre s'ils sont en défaveur. Donc, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui se prend un rouge en cours de saison. J'ai hâte de voir qui sera le premier des deux. Mais soyez sûrs, ceux qui se le demandent, c'est pas est-ce que ça va arriver, c'est à quel moment ça va arriver. Ça devrait arriver. Mais ils sont quand même assez tolérants dans la Ligue MLS. Une chance. Avec les entraîneurs. On va en avoir besoin. Une note un petit peu moins positive, mais c'est pas que c'est négatif. Là. Je pense que c'est quand même une belle étape, un beau bagage d'expérience. Mais les filles aujourd'hui, équipe canadienne qui s'incline 2-0 face au Brésil, les filles avaient quand même bien fait face à l'Argentine. Un but marqué, on va s'entendre, c'était pas le plus grand des buts face à l'Argentine, un ballon qui avait rebondi un peu partout. Aujourd'hui, on n'a pas été capable, malheureusement. C'est un jeu arrêté qui ont fait le but. C'est ça, puis aujourd'hui, malheureusement, l'équipe Canada n'a pas été capable de concrétiser. Mais
somme toute, c'est un parcours, je dirais, respectable pour Équipe Canada. Respectable. Écoute, Jeff, j'ai pas vraiment suivi les commentaires de l'entraîneur après le match et tout pour voir c'est quoi les objectifs, mais j'ai quand même vu un peu c'est quoi les objectifs par rapport aux effectifs qu'elle a amenés au tournoi. Donc, on sait que c'est un tournoi de 4 formations et puis c'est un tournoi qui se passait aux États-Unis. Puis, dans le but de permettre aux jeunes de gagner de l'expérience, parce qu'on prépare aussi un peu, comme qu'on avait parlé dans le passé, que ben, à un moment donné, il va falloir penser à savoir qui va remplacer Christine Sinclair. Ouais. Donc, il y a quand même des joueuses internationales qu'on connaît qui sont dans l'équipe, ça fait longtemps, mais en même temps, ben, il y a des jeunes joueuses qui arrivent, mais ces jeunes joueuses-là ont besoin du bagage, ont besoin de jouer, puis ont besoin de voir du terrain, puis voir de l'expérience. Donc, je pense que c'était un bon choix. Des lignes vient, par exemple. Voilà, exactement. Des lignes vient, par exemple. Donc, c'est important pour des joueuses comme ça de connaître ces genres de compétitions-là. Et donc, quand ils vont arriver dans les compétitions un peu plus, avec une ampleur plus importante, comme la qualification pour la Coupe du Monde, puis comme les Jeux olympiques qui arrivent bientôt à Tokyo, ben, j'espère que l'équipe canadienne va pouvoir choisir les meilleurs dans toute cette banque de joueuses-là qu'elles ont, puis pour pouvoir bien compétitionner. Parce qu'on a vu une équipe canadienne aujourd'hui qui avait beaucoup de difficultés à défendre. Deuxième sur tous les ballons. Et en bonne partie de la rencontre, c'était comme ça. Puis en plus, c'est un match important parce que les deux équipes étaient à égalité au classement mondial. Donc, 8e mondial. Fait que c'était un match qui était quand même qui avait beaucoup d'importance pour l'équipe nationale. Puis, je pense que c'était important d'aller chercher au moins une victoire à ce niveau-là, mais malheureusement, l'équipe a perdu 2-0 aujourd'hui. Mais ça aurait pu virer de l'autre côté. Fait que ça sera à voir, mais il y auront des chances, comme tu dis, là, en route vers les Olympiques, tout ça, de se reprendre et montrer ce qu'ils peuvent démontrer. Je veux qu'on rentre maintenant, Arius, dans le vif du sujet. J'ai interpellé cette semaine Arius parce que j'ai vu passer un commentaire sur Twitter. Quelqu'un que, bon, on sait la CNPL perd présentement des joueurs au profit de ligues américaines, que ce soit la USL, peu importe la division. Et l'info m'était venue aux oreilles c'était plus payant de jouer aux États-Unis en 3e division, finalement, que de jouer au Canada en première division. Fait que j'ai dit à Arius, on pourrait peut-être jaser de ça. On parle souvent de développement de joueurs le mercredi, puis de pas perdre des joueurs, puis de comment qu'on va travailler pour garder nos joueurs ici. Mais si notre première division est pas capable de rivaliser avec la 3e division américaine, et on en a parlé aussi, Arius, ensemble, aux États-Unis, il y a comme un système parallèle au système scolaire qui fait que je pense que la visibilité, elle est meilleure pour les jeunes en développement aux États-Unis présentement que ce qu'il y a au Canada. C'est sûr qu'il y a le programme de reconnaissance des clubs qui s'en vient, puis tout ça, mais qui va donner des petits éventuellement. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus facile de se faire repérer dans la hiérarchie américaine que canadienne. Et là, ben, il y a ça qui sort. Alors, ton point de vue là-dessus? Écoute, Jeff, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer en faveur d'un joueur qui veut se rendre au niveau professionnel. Donc, si on parle de la MLS, si on parle de la USL, puis si on parle de la CPL, la MLS, elle a déjà une vingtaine d'années. Donc, elle s'en va vraiment, c'est une ligue qui est établie, on pourrait dire. Ouais. Et puis, qu'il y a une association des joueurs. Et puis, qu'il y a des gros investissements commandites, donc des commanditaires et tout. Donc, on le voit bien, c'est un club qui attire des grands joueurs internationaux,
qui se fait payer des millions. Donc, le salaire minimum, je pense, elle commence à 40 000 ou 50 000. Je ne suis pas sûr. Dépend encore une fois, la valeur du joueur et puis ce qu'il représente au niveau international. Après, on a aussi aux États-Unis plusieurs autres ligues pour permettre à certains joueurs de continuer à se développer. Nous, au Canada, malheureusement, c'est seulement 2 ans que la CPL existe. Donc, la CPL est très jeune. Le fonds pour débuter, je pense que c'est dans le temps, c'était environ 7 millions de dollars. Aujourd'hui, je ne sais pas l'année prochaine c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi vraiment les termes. Parce que la saison dernière, je m'étais renseigné vite comme ça, là, puis on parlait à peu près d'un budget de 12 à 13 millions pour boucler la première année. Donc, on peut parler d'à peu près un 6-7 millions pour joindre la Ligue. Ça prend un autre 6 millions pour opérer toute la saison. C'est ça. Super. C'est ce que j'avais compris aussi. Donc, je savais qu'il y avait une opération aussi à gérer aussi là-dedans. Mais par la suite, il faut comprendre que cette ligue-là, le fait qu'elle est jeune, elle est gérée différemment que les ligues qui sont en dessous des ligues MLS. La MLS, elle est gérée différemlement que les ligues qui sont en dessous d'elle. Oui, c'est normal. OK. Donc, on a une USL qui existe aujourd'hui, qui a USL, USL 1, USL 2, où est-ce qu'il y a des propriétaires qui investissent de l'argent. Si je prends l'exemple de St. Louis FC ou Louisville FC, où est-ce que je peux vous dire le nom exactement d'un joueur qui était dans l'académie de l'Impact pendant longtemps, puis qui joue là maintenant, c'est Jérémy Gagnon-Laparé. Jérémy Gagnon-Laparé, aujourd'hui, un Québécois de Sherbrooke qui joue là-bas. Donc, c'est un joueur qui était dans le club FC Montréal, qui a joué dans la USL, puis qui, une fois qu'FC Montréal n'existait plus, a eu la chance d'avoir un contrat là-bas. Donc, Jérémy Gagnon-Laparé aurait pu revenir jouer CPL. Mais moi, je crois que son salaire qu'il gagne avec la valeur qu'il avait dans le temps quand il jouait pour FC Montréal est beaucoup mieux de ce qu'il gagnerait en CPL. On ne rentrait pas trop dans les détails de son salaire, mais je pourrais te garantir qu'il gagne beaucoup mieux. Et est-ce que, Arius, 30 secondes, je t'arrête, est-ce que au niveau du calibre de jeu, parce que je suis pas énormément la USL, je vais être franc, mais USL 1, USL 2, USL 3, est-ce que la CPL se trouve à être à peu près l'équivalent en calibre de la USL 1? Non. C'est plus USL 2? Je pourrais te dire que peut-être USL 2 puis USL 3. OK. Parce que le niveau, parce que la Ligue USL elle existe quand même aussi, ça fait longtemps. Oui, elle est là. Elle est là, ça fait un bout. Donc, il y a des équipes qui sont bien établies. Donc, les clubs que je te nomme en ce moment, St. Louis FC puis Louisville FC. Puis, je te nommer un autre club aussi que, en ce moment, Cal Ouimet, il joue en ce moment. C'est un club qui a une valeur environ de 3 millions de dollars. C'est juste pour ne pas me tromper, ND11. ND11, c'est un club dans la USL qui a environ une valeur de 3,5. Cal Ouimet, pour les gens qui ne savent pas sur le marché des transactions, vaut en ce moment à une valeur de 300 000 dollars. Sur le transfert market. Sur le transfert, oui. Donc, il a une valeur comme joueur de transfert de 300 000 dollars. Donc, on peut imaginer c'est quoi son salaire comme joueur. Ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée. Je veux juste apporter une précision. Mathieu qui nous dit que JGL est rendu en CPL avec Halifax, oui. Mais au moment où on a dissous le CF Montréal, il l'a poursuivi en USL. USL. Exactement. Good. On poursuit.
Donc, c'est ça. Carl Ouimet, oui, c'est ça. Ça nous donne une bonne idée de ce qui peut valoir, tu sais, à quelque part le transfert, sans dire qu'il est directement lié, ben, est un bon indicatif pour nous donner la valeur d'un joueur. Pour nous donner la valeur d'un joueur, OK? Donc, dans la CPL, très peu font 40 000 $ par année, là. Très peu. Puis celui qui va faire 40 000 $ par année, c'est le top des joueurs. C'est le joueur désigné. C'est comme si c'était le joueur désigné. Donc, en ce moment, le salaire peut commencer peut-être entre 12 000 et 15 000 et peut-être qu'il y a des joueurs de réserve qui sont un peu plus bas que ça en salaire. Et donc, la USL, par exemple, tu as des joueurs qui peuvent avoir un salaire de 150 000 $ dans la USL. Oui, parce que, je te donne un exemple, parce que ce joueur-là a été un joueur qui jouait dans la MLS et qui était peut-être 12e ou 13e joueur de la MLS, puis qu'après ça, après un certain temps, ben, sa valeur a comme un peu descendu. Mais il est devenu un joueur numéro 1 dans la USL, où est-ce qu'il peut, parce qu'il avait une valeur, une bonne valeur, parce qu'il vient de la MLS, donc il va vendre des billets, il va attirer des foules dans la USL, où est-ce qu'il y a des stades de 5 à 10 000 personnes. Donc, si tu as un club qui est très bien organisé, comme je te disais, Saint-Louis FC puis Louisville FC, c'est 5 à 10 000 personnes par match. Donc, puis bien organisé. Donc, ça rentre des sous. Puis que tu es capable de payer un bon joueur international un salaire de 150 000 $. Avec mes ressources, avec les informations que j'ai eues, il y a des joueurs qui sont dans les 3 chiffres dans la USL. Donc, c'est difficile. Pour l'instant, ça va être très difficile pour la CPL de compétitionner au niveau salarial avec les joueurs pour l'instant. Je ne te dis pas dans quelques années que ça peut pas être différent, mais pour l'instant, ça va être difficile. Et c'est quoi la meilleure façon d'alimenter tout ça et de réussir, de permettre aux équipes de la CPL d'éventuellement venir compétitionner avec la USL? Est-ce que c'est de créer de nouvelles divisions, de créer CPL 2, CPL 3 avec un système de promotion-relégation pour que on ait vraiment des clubs en haut du sommet, puis attirer un peu du monde, ou faut juste attendre que la Ligue s'en aille vers une certaine maturité? Parce que là, on le voit, là, il devrait avoir éventuellement des clubs au Québec. On parle de Montréal, on parle de Québec. Il devrait en accueillir aussi. Ça semble aller bon trait du côté du Nouveau-Brunswick. Donc, tranquillement, pas vite, c'est sûr que cette équipe-là, cette ligue-là, moi, je pense que dans le format idéal, il faudrait qu'elle ait autour de 18 formations. On commence à avoir une ligue là, qui fait du sens et qui a les moyens de se donner un peu de visibilité et de salaire. Définitivement. Puis Sandro en avait parlé un peu la semaine dernière et puis il nous l'avait mentionné. Il a dit au moins 18 clubs au pays va permettre à ce qu'on peut mieux développer nos joueurs et avoir beaucoup plus de visibilité puis avoir une bonne ligue. Jean-François, à la 2e saison d'existence, la Ligue fait face à une pandémie. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis elle demande aux joueurs, elle a imposé, pas demandé, excuse-moi, elle a imposé une réduction de salaire unilatérale de 25% à tous les joueurs. Et ça part mal. Ça part mal. Une histoire d'amour avec ces joueurs. Puis ces joueurs-là, on le disait, ils n'ont pas d'association claire, nette, précise, bien définie. C'est une ligue qui est très jeune. C'est une ligue qui est très jeune. Et on parlait de développement. Puis pour un jeune joueur qui veut se rendre vers la CPL ou quoi que ce soit, ben, premièrement, s'assurer que le contrat va être respecté, s'assurer que qu'il va être bien traité comme qu'il veut être traité comme un joueur de foot. Hein? Donc, s'assurer aussi que qu'il a la bonne valeur, qu'il connaît sa bonne valeur en tant que joueur pour avoir le salaire qu'il mérite. Et puis,
Puis on voit en ce moment, malheureusement, c'est pas pour parler contre la Ligue, mais c'est une Ligue en ce moment qui est fragile. Qui est fragile, puis il ne faut pas se le cacher. Non. Puis ils ne peuvent pas non plus se permettre de commencer non plus à donner des salaires à tout bout de champ aux joueurs non plus. Mais je sais que la Ligue contrôle aussi les contrats des joueurs aussi sur certains aspects. Donc, c'est très difficile là. Mathieu nous dit la CPL veut créer plusieurs divisions avec au moins 12 à 14 équipes dans chaque division. Je pense que ça va être une bonne chose éventuellement. Comme on le disait justement avec Sandro Grande la semaine dernière, je pense que 18, c'est le minimum. Et c'est ça, faut qu'il y ait, selon moi, plusieurs divisions. Mamadi Camara est passé de la CPL à la USL pour un meilleur salaire. Je confirme qu'il n'est pas le seul. Là. On a 2-3 exemples de joueurs qui ont fait pareil cette saison. Donc ça devient un problème. Et est-ce que ici, Arius, selon toi, est-ce que la MLS un jour va devenir un frein au développement justement de cette CPL-là? Tu sais, ce que je veux dire, c'est que si la CPL s'établit par exemple à Montréal, Toronto et Vancouver, est-ce que c'est difficile pour eux d'aller se battre? Puis tu sais, je le sais, il y a Pacific FC, bref, on devrait avoir une équipe ici à Montréal éventuellement, mais est-ce que la CPL va pas toujours être un peu dans l'ombre de la MLS? Pour quelques années, la CPL va être dans l'ombre de la MLS. Donc, il reste à ce que, je ne sais pas c'est quoi les plans, et puis je vais commencer à faire mes recherches un peu, parce que c'est important de savoir quels sont les plans, les plans, les objectifs à long terme et à court terme de la Ligue pour implanter certaines équipes à travers le pays. À travers le pays. Je sais que, par exemple, mon ami Alex Bombery, qui a travaillé longtemps sur ce projet-là, puis qui continue, je pense, à travailler sur ce projet-là, qui veut absolument que Montréal ait une équipe dans la CPL. Puis on en a discuté, une équipe aussi à Québec. Donc, si une ville comme Montréal, après 2 ans, n'a pas encore une équipe dans la CPL, il faut commencer à se poser des questions. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'avoir plus que 10 équipes à travers le pays ou à travers ou 2 ou 3 équipes à travers une province? Donc, je pense que la Ligue, comme je vous dis, la Ligue est fragile, financièrement parlant. Puis, l'autre chose, la Ligue va recevoir une aide fédérale. Puis là, moi, ce que je veux en venir, puis tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Mais le gouvernement doit aussi être impliqué. Quand je parle du gouvernement, mais le gouvernement, le ministère du Sport, des Loisirs, doit s'impliquer dans ces investissements. Doit s'impliquer. Le gouvernement fédéral doit s'impliquer. Donc là, maintenant, le gouvernement va investir 15 millions de dollars. Qu'est-ce que la Ligue va faire avec 15 millions de dollars pour les prochains, je ne sais pas moi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans? C'est ça. C'est là la question. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ce levier financier-là? Puis moi, je pense que je le sais que concrètement, ça changera rien sur le terrain pour les équipes, mais moi, je pense qu'une bonne partie de cet argent-là doit aller à faire la promotion de ce circuit-là. On entend très peu parler. C'est sûr que présentement, on n'a pas d'équipe au Québec. C'est peut-être pour ça. Mais moi, quand une ligue me dit on veut s'introduire au Québec, on a de la misère à avoir des communications en français, que tu sais, on réussit juste à s'exprimer en anglais ou à peu près. J'ai de la misère à croire, tu sais, à quel point cette équipe-là veut s'implanter ici, cette ligue-là veut s'implanter ici. Donc, il va falloir passer de la parole aux actes, mais moi, je pense que ça leur prend une grosse campagne de séduction auprès du public canadien. Et, tu sais, ils l'ont bien. La Ligue paraît bien. Chaque fois qu'on voit quelque chose sur un média apparaître sur les réseaux sociaux, c'est bien fait, c'est bien produit. Donc, je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Par contre,
ça prend un investissement pour vraiment faire rayonner cette ligue-là. Je pense qu'ils ont un bon contrat de télé avec One Soccer, un contrat qui est très lucratif. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est un frein parce que là, il n'y a pas de marché local vraiment qui peuvent les représenter. C'est One Soccer qui décide ce qui va se passer. Mais pour la Ligue, c'est beaucoup d'argent. Donc ça, c'était une bonne entente selon moi. Mais le reste, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que ça passe par une bonne campagne de promotion. Une bonne campagne de promotion, puis aussi de rester proche des amateurs de foot à travers le pays. Je regardais un peu le repêchage de la CPL. Honnêtement, j'ai écouté un peu ce qu'il disait et tout. Moi, je sais pas vraiment, à part l'université qu'on voit en compétition, puis on voit les matchs, je sais pas comment ils font pour voir tous les meilleurs joueurs à travers le pays. Pour repêcher les meilleurs joueurs à travers le pays. Parce que si tu veux être une ligue qui est reconnue à travers ton pays, il faut que tu scoutes. Ben oui, il faut que tu scoutes, puis il faut que tu scoutes ceux qui viennent de chez toi, puis de ne pas les empêcher de partir. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, on repêche au niveau universitaire, sauf que ces jeunes-là qu'on repêche au niveau universitaire, par exemple, le joueur, si après finir l'école, il s'en va jouer puis il n'a pas un salaire normal pour gagner sa vie, je pense que le joueur va vouloir aller ailleurs pour gagner sa vie. C'est sûr. Correctement. Ou il va faire d'autres choses. Ou il va faire d'autres choses, voilà. Donc, pour éviter de perdre des bons joueurs à travers le système parce que la Ligue ne leur donne pas un moyen financier sécuritaire pour pouvoir en venir à leurs besoins, tant autant qu'on va avoir des ligues qui vont être fragiles comme ça, ça va être difficile de compétitionner avec les grands. Puis là, tu sais, j'entends déjà le monde qui vont se plaindre si je dis ça, mais je pense que le gouvernement doit investir dans la CPL. Puis là, on va me dire, faut pas investir dans le sport professionnel, mais je serais pas d'accord si on me dirait que le gouvernement investit dans la MLS. Sont établis, ils n'ont plus de besoin. Je serais pas d'accord si on me dit on investit dans la Ligue nationale de hockey parce qu'ils en ont pas besoin, sont établis depuis longtemps. Pour la CPL, c'est une émergence. Il arrive, c'est la deuxième année, dont une qui s'est passée en temps de pandémie. C'est un sport qui est en progression, qui gagne en visibilité. Et ce qu'on veut faire rayonner, c'est pas d'aider nécessairement les clubs ou la ligue en question, c'est d'aider le rayonnement et la rétention de nos joueurs ici pour que lorsque éventuellement on ait des Alphonso Davies qui réussissent dans le monde, faut qu'ils portent fièrement un maillot d'ici, faut qu'ils soient formés ici. Oui. Faut pas qu'ils aillent passer par 2-3 équipes en Europe puis que finalement on sache même pas que c'est un Québécois, c'est un Canadien, Voilà. Fait qu'il faut que ces joueurs-là puissent être fiers de leur développement et dire « Hey, moi, j'ai été formé chez nous, au Canada, ça joue au soccer et ça joue bien. » Oui. Puis je pense que c'est ça le but de Canada Soccer en ce moment avec toute la reconnaissance des clubs. Le programme de reconnaissance des clubs et en espérant qu'on va pouvoir installer ou bien implanter une culture footballistique pour pouvoir continuer à développer des très bons joueurs. Encore une fois, il y a des aspects politiques qui nuisent au développement de notre sport. Ouais. Puis tu viens de le mentionner, le gouvernement doit investir. Puis non seulement investir financièrement, mais doit investir du temps pour comprendre quels sont les besoins de notre sport. Parce que souvent, là, on a des politiciens, puis c'est pas un reproche parce que je pense qu'il faut être solide pour aller faire de la politique, surtout par les temps qui courent, mais souvent, on a des politiciens qui sont un peu d'une autre époque, on va le dire comme ça, qui sont beaucoup plus vieux, parce que souvent, on fait de la politique en fin de carrière, mais
Donc pour eux, c'est pas inné le soccer, c'est pas leur sport national, c'est sûr que la prochaine génération de gouvernement, eux autres vont avoir évolué un petit peu plus avec le sport, donc vont possiblement être plus ouverts. Mais il nous faut des leaders qui vont y croire, qui vont être visionnaires un peu, puis qui vont dire, nous autres, on peut pas passer à côté de ça, puis on va investir, on va mettre des sous, puis on va croire en notre produit. Oui, puis non seulement pour croire en notre produit, puis être fier de notre produit. Exactement. Puis qu'éventuellement, un jour, le Canada devient une équipe compétitive au niveau international, et puis que à toutes à tes souhaits, et à toutes les fois qu'on a besoin, qu'on sait que les qualifications de la Coupe du Monde arrivent, ben on sait on va être compétitive pour jouer. Exactement. Voilà, exactement. Donc, le but, c'est ça. Le but, l'objectif de tout le monde, puis encore une fois, puis je pense que ça devrait être l'idée derrière tout ça, mais qu'un jour, qu'on est tous ensemble, puis regarder à la télé le Canada qui est à la Coupe du Monde, puis qu'on porte tout notre chandail du Canada fièrement. C'est ça, exactement, parce que là, on était quoi, une fois compétitif, c'est en 86? Depuis la Coupe du Monde existe en 86, le Canada a seulement participé une fois. C'est ça, fait que là, il serait temps qu'on s'y mette. Donc, 2026, c'est sûr qu'on va participer parce qu'on est l'équipe haute. Donc, on a parlé de Montréal qui n'accepte pas la venue de la Coupe du Monde, mais c'était un superbe événement à voir. Mais il y a des conséquences, il y a des prix énormes, des coûts énormes. Et puis, je pense que le sport, c'est de la business aujourd'hui. Puis, dans le milieu business, il faut le connaître. Dans ce milieu-là, il faut le connaître. Puis moi, le conseil que je peux donner aux jeunes joueurs aujourd'hui, assurez-vous d'avoir un bon agent, assurez-vous d'avoir des gens qui connaissent bien le milieu, qui ne vous promet pas non plus la lune, et s'assurer aussi de prendre des bons conseils pour s'assurer de bien réussir dans son milieu comme joueur de soccer. Parce que c'est ça la vulnérabilité d'un joueur de soccer. Les joueurs de soccer veulent jouer. Ils aiment jouer au soccer. Donc, tant qu'on leur dit, hey, on peut t'envoyer à gauche, on peut t'envoyer à droite, on peut t'envoyer à tel endroit, il va courir pour aller jouer au soccer parce qu'il aime ça jouer au soccer. Puis c'est un peu dans le même sens, un joueur de soccer qui se fait offrir un contrat professionnel, s'il n'est pas sûr de son contrat, puis on a eu l'exemple de Sandro Grande qui nous a expliqué que le contrat qu'il a signé c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc, c'est juste de s'assurer d'être bien entouré, d'être bien encadré, puis de faire les bons choix. En terminant, Arius, derrière toi, je vois un cadre avec Pelé dessus. Oui. Est-ce que tu as eu la chance d'écouter le documentaire qui est sorti, Pelé? Non, j'ai pas eu encore la chance de l'écouter. Mais tout le monde déjà en parle et puis j'ai hâte de m'asseoir avec ma conjointe à côté de moi puis écouter du soccer encore une fois. C'est ça, moi aussi j'ai hâte. Puis là, je devrais normalement dans le plan de match, j'écoute ça à soir sur Netflix, mais c'est ça, je sais pas encore, fait qu'on va regarder tout ça, mais ça semble que c'est les commentaires que j'ai eus en tout cas, c'était merveilleux. C'était merveilleux, le légendaire Pelé. Ah oui, grand joueur. Grand joueur, ouais. Ça fait déjà le tour pour ce soir. Je veux remercier tout le monde. Mathieu qui sera donc le gagnant de notre maillot officiel. Donc Mathieu, je vais communiquer avec toi via Twitter pour avoir tes coordonnées et je te fais suivre tout ça. Nous autres, gang, on va suivre avec vous autres ce qui va se passer là, dans le giron du Club de foot Montréal. Demain, c'est la conférence de Thierry Henry avec pour 3 points. Donc, oui. La Fondation 3 points. Donc, on va suivre ça un peu, voir s'il y a des informations qui coulent de cette conférence-là qui est important à retenir. On va vous faire suivre ça. Puis sinon, on va être de retour avec vous autres pour un autre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Merci d'avoir été là et bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous. Merci, JF. Plaisir. Bye-bye. Bye-bye.